Le gouvernement que je dirige a une responsabilité et une méthode. La responsabilité, c'est celle de prendre des décisions pour que notre pays avance, pour que notre pays se réforme. La méthode, c'est celle du dialogue social, de l'écoute. Nous le faisons et nous le ferons avec les partenaires sociaux parce que c'est ainsi que nous pouvons conduire les réformes nécessaires du pays. Et ce que nous affirmons avec Aurélie Filippetti et avec François Rebsamen, c'est que notre pays ne peut pas avancer sans la culture, c'est-à-dire sans les artistes, les créateurs, les interprètes, les techniciens qui, chaque jour, mettent l'œuvre, la création, l'émancipation, la sensibilité au cœur de nos vies. Chaque année, des milliers de spectacles sont donnés partout en France, dans le cadre des festivals. Depuis cette intuition fabuleuse de Jean Vilar à Avignon, les festivals sont devenus de vrais succès populaires. De même, chaque année, 1 millier de représentations lyriques attirent près d'1,5 million de spectateurs. Les cinémas font 200 millions d'entrées annuelles, dont près de 40% pour voir des films français. C'est une performance inégalée et enviée en Europe et dans le monde. Enfin, chaque année, près de 40 000 représentations de spectacles, de variétés et de musique actuelle ont lieu. Cette rencontre entre l'art et le public se fait sur tous les territoires, grâce à nos compagnies théâtrales, nos compagnies chorégraphiques, nos cinémas. Il faut dire que tout l'accord est mauvais. On parle des intermittents du spectacle, mais l'annexe 4 est supprimée, les intérimaires sont supprimés. La France, c'est la culture. La France et les Français aiment la culture. La France, c'est la culture. La France, c'est la culture. Depuis plus de 50 ans, c'est l'honneur de notre pays. La France a su trouver un consensus pour donner à la culture toute sa place dans nos politiques publiques et dans notre société. Pour qu'elle ne soit pas le privilège de quelques-uns, mais un bien commun, oui, un bien commun qui puisse être accessible au plus grand nombre. Sans culture, la vie n'est que sécheresse. À partir de 1945, on donne des droits sociaux étendus à tous les salariés, la retraite, l'assurance maladie, etc. Donc ce sont des avancées considérables, mais le souci, et le souci qu'on a encore aujourd'hui, c'est que ces droits, ils sont très largement fondés sur un modèle qui est le modèle de l'emploi stable. Autrement dit, pour la première fois, à partir de 1945, les salariés intermittents, qui au fond ne se qualifiaient pas plus que ça comme intermittents, parce que ça faisait rien d'être intermittent, ça les distinguait pas plus que ça des autres, eh bien, deviennent en quelque sorte handicapés, c'est-à-dire deviennent des sous-salariés, parce que le fait qu'ils soient intermittents leur donne partiellement accès à ces nouveaux droits. Ils cotisent trop, ils cotisent pas assez, ils cotisent mal, etc. Et donc, ils se retrouvent à ne pas accéder à la sécurité sociale, aux retraites, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, l'intermittence devient un handicap. Et donc, finalement, la posture que va prendre petit à petit le seul syndicat qui existe, c'est-à-dire la CGT, ça va être de dire il faut qu'on stabilise l'emploi. Mais la culture, ce n'est pas un supplément d'âme, non. C'est l'âme de notre pays, c'est l'âme de la France. Elle innerve notre société. Elle en assure la cohésion. Elle rassemble, elle fédère. Elle dit beaucoup au fond de ce que nous sommes. La culture, c'est l'épanouissement, c'est l'émancipation des individus. Oui, nous avons besoin de nos artistes. Et je le dis plus encore au moment où notre société est traversée par les doutes, par les tentations du repli, du rejet. La culture, c'est une ouverture à l'autre, une ouverture sur le monde. C'est aussi un patrimoine et notre identité. Soutenir la culture et, vous savez, l'investissement d'Aurélie Filippetti, c'est aussi investir dans un secteur performant, aux retombées économiques et touristiques évidentes, défendre son exception. Et le chef de l'État ne cesse de le rappeler. Ces annexes, je parle des 8 et 10, elles ont été créées pas du tout pour répondre à un problème d'exception culturelle. Pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est la communication qui a été faite dans les années 90. Au départ, on a constaté qu'il y avait des techniciens du cinéma, et puis l'année d'après des artistes qui avaient par nature des emplois discontinus. Et ce sont les patrons à l'époque qui, pour répondre à cette discontinuité, ont imaginé un régime spécifique pour couvrir l'emploi court. Mais ça aurait très bien pu concerner les chaudronniers ou n'importe quoi. Il se trouve qu'on était en période de plein emploi et on était les rares activités à fonctionner par nature en emploi court. Le spectacle vivant, le cinéma, l'audiovisuel, la musique, la danse, ce sont des hommes, des femmes, des artistes et des techniciens. Beaucoup sont ceux que l'on appelle les intermittents. C'est-à-dire qu'ils sont par la nature même de leur activité dans une certaine précarité, sans la protection qu'apporte, même si elle n'est pas absolue, un CDI. Les intermittents du spectacle répondent à une question essentielle qui est celle de la précarité des salariés contemporains. C'est une réponse crédible à la flexibilité en disant nous ne revendiquons pas le plein emploi. Tout le monde revendique le plein emploi. Nous ne revendiquons pas le plein emploi. Nous revendiquons des droits
pour tous, et y compris pour les salariés précaires. Pour répondre à cette condition très particulière de l'intermittent du spectacle, les partenaires sociaux ont développé depuis des décennies une réponse originale et protectrice. Les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. En 1979, la CGT obtient que les artistes du spectacle et les techniciens du spectacle ne soient pas discriminés, comme elle dit, par rapport aux autres salariés qui doivent cotiser pendant 3 mois pour faire la preuve qu'ils sont salariés, pour ouvrir des droits à indemnisation pendant 1 an ou 2 ans. 3 mois, c'est 13 semaines. 13 semaines à 40 heures, ça fait 520, 13 fois 40, 520. Et ces 520 heures deviendront 507 heures quand on passera aux 39 heures. 13 fois 39, 507. Et donc ça, c'est en 82, il me semble, 83, je ne sais plus, sous Mitterrand qu'on passe à 39 heures. Et on n'est pas passé à 400, je ne sais pas combien, grâce à Martine Aubry, on est passé aux 35 heures, ce qui aurait pu être une revendication légitime des intermittents si on avait poursuivi cette logique historique. Donc c'est ça l'invention des annexes 8 et 10, c'est la Convention de 1979 qui ouvre de manière massive la possibilité d'être indemnisé pendant des périodes hors emploi pour des intermittents. Ce régime particulier des annexes 8 et 10, nous le devons, je veux le rappeler, et personne ne doit l'oublier, aux partenaires sociaux qui ont fondé l'UNEDIC et qui, convention après convention, les ont reconduites. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1967, il y a eu les ordonnances pour l'emploi qui ont créé la NPE, qui ont fait beaucoup de choses. Et à cette époque, le gouvernement Pompidou, donc sous De Gaulle, Pompidou Premier ministre, dit il faut rationaliser un petit peu l'assurance chômage et faire rentrer dans l'assurance chômage tout un tas de gens qui en sont exclus pour des raisons ou pour une autre, puisque l'adhésion était plus ou moins volontaire à l'époque, c'est-à-dire les employeurs, les syndicats d'employeurs choisissaient d'adhérer librement à l'UNEDIC. Et les gens du spectacle n'étaient pas adhérents. Et donc, un jeune secrétaire d'État aux affaires sociales, qui s'appelait Jacques Chirac, fait une liste de tous ceux qu'on va intégrer à l'assurance chômage. Et donc, à côté des dockers, à côté des hôtesses de l'air, à côté des VRP, des pilotes, des je ne sais plus quoi, eh bien, il y a les artistes du spectacle. C'est assez symbolique à l'époque. Il fallait faire 1000 heures. Jusqu'en 1979, il faut faire 1000 heures pour accéder à l'indemnisation. La figure du type qui va être indemnisé à l'époque, qui va être indemnisable, c'est peut-être pas la vedette, mais disons le professionnel qui est vraiment, qui tourne de manière énorme, puisqu'il doit faire plus de 1000 heures par an, et qui se retrouve dans le besoin. C'est-à-dire qu'il y a des périodes aussi de franchise, de carence qui sont extrêmement longues et qui font que celui qui a bien tourné, qui a gagné beaucoup d'argent, on attend d'abord qu'il ait épuisé son argent pour arriver à un seuil de niveau de vie tellement faible qu'on va déclencher une indemnisation. Donc, autrement dit, c'est ultra exceptionnel. Ça ne concerne quasiment personne jusqu'en 1979. Au fil des années, ces annexes ont pris une place de plus en plus importante dans l'économie de la culture. Avec, c'est vrai, il faut le reconnaître, des dérives et des abus. Des dérives et des abus qui ont, paradoxalement, contribué à précariser les emplois, avec des conséquences évidentes sur l'équilibre de l'assurance chômage dans son ensemble, même s'il faut refuser l'idée que chaque segment de l'assurance chômage doit être en lui-même équilibré. Ce serait absurde dans un système basé sur la solidarité interprofessionnelle. Nous sommes 3,5% des chômeurs indemnisés, notre part, 100 000 personnes sur 2 900 000, et nous percevons 3,4% des dépenses. Donc il n'y a aucun scandale. Chaque négociation de la convention d'assurance chômage ouvre donc un débat toujours tendu sur les annexes 8 et 10, créant une forme de menace périodique sur sa pérennité. Le 22 mars dernier, les partenaires sociaux interprofessionnels ont signé un nouvel accord sur l'assurance chômage qui a renouvelé les annexes 8 et 10 et modifié certaines de ces règles. Je vais y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, je veux rappeler que celle-ci ne concerne pas que les intermittents. Elle fixe les règles de l'assurance chômage pour l'ensemble des salariés du secteur privé en France. C'est là, chacun l'a compris, la traduction de la gestion paritaire de l'assurance chômage qui est un des piliers de notre modèle social depuis 1958. C'est la responsabilité des partenaires sociaux que de fixer ces règles. Ceux qui ont signé l'accord l'ont assumé et ils l'ont assumé, je veux le dire, courageusement dans une situation difficile. C'est cette convention qui, par exemple, donne corps aux droits rechargeables pour les chômeurs, accroissant les droits des plus précaires. Pour les chômeurs du régime général, c'est terrible. Ils mettent en place des droits rechargeables qui sont la course au petit boulot avec des droits sociaux de misère. C'est le projet de Denis Kessler, le grand penseur du MEDEF.
C'est son projet. Je l'ai dit, nous l'avons dit, et je le confirme, cette convention négociée et conclue le 22 mars doit être agréée, et elle sera agréée par le gouvernement. Il y va du respect de la signature des partenaires sociaux majoritaires qui l'ont signée. À partir du moment où l'État considère que l'oligarchie représentée par les partenaires sociaux est intouchable, et à partir du moment où ils décident que c'est effectivement un dossier qu'ils n'ont pas à traiter, puisque l'assurance chômage, ce sont les partenaires sociaux, eh bien, à partir de ce moment-là, ils acceptent jusqu'à l'inacceptable. Ceux qui prennent la responsabilité de signer peuvent compter sur le respect par le gouvernement des accords négociés dans le cadre de la loi. Ils rentrent dans la dialectique du MEDEF, avec sa fameuse refondation sociale, qui a imposé, non pas en droit, mais qui a réussi à imposer à tout le monde, de dire, ben voilà, maintenant, voilà, il y a des domaines, ça ne vous regarde plus, même si en droit, le ministre du Travail est là pour agréer ou non un accord qui sera toujours majoritaire, hein, ce qui dit, je suis obligé d'agréer un accord majoritaire. Ben, je suis obligé, mais non, on lui demande d'agréer ou pas un accord qui, de toute façon, s'il arrive sur sa table, est majoritaire. Quand il était dans l'opposition, ou même le 9 mars dernier, avant qu'il soit ministre, ce même François Rebsamen critiquait l'accord qui datait de 2003, qui était pourtant un accord majoritaire. Je le dis à l'occasion de ma déclaration de politique générale. L'essentiel, c'est la confiance. Et à quelques jours de la conférence sociale, cela vaut aussi pour les relations du gouvernement avec les partenaires sociaux. C'est un bien trop précieux pour être rompu au gré des circonstances du moment, fussent-elles difficiles. Mais respecter les partenaires sociaux et le dialogue social, c'est aussi accepter de regarder les contradictions d'un dispositif, les annexes 8 et 10, qui montrent aujourd'hui ses limites au travers d'un malaise violent et profond, exprimé très largement dans la profession. Les partenaires sociaux sont d'ailleurs les premiers à le dire. Que nous disent au fond les intermittents, les directeurs de théâtre et de festivals, les grands noms de la culture qui prennent la parole depuis quelques semaines, au-delà des questionnements même sur l'accord du 22 mars. Ils nous disent qu'il n'est pas possible que le régime de l'intermittence soit en permanence en sursis. Que si à l'insécurité des métiers, ces beaux métiers de la culture, s'ajoute l'insécurité de la couverture du risque chômage, alors la coupe est pleine. Ce n'est pas en effet la première crise des intermittents. À chaque renégociation de la convention d'assurance chômage, la question se pose. Et les crispations renaissent. En 1992 déjà. Le régime a commencé à être attaqué dans les années 90. Et là, la gauche avait une possibilité historique. Soit étendre ce régime à toute l'intermittence de l'emploi, soit à nous réduire comme une sorte de réserve d'Indiens au nom de l'exception culturelle. Et là, le verre était dans le fruit. Au nom de l'exception culturelle, nous demandons aux partenaires sociaux de ne pas toucher à ce régime. Quelques années après, maintenant, le MEDEF a bien raison de renvoyer à l'État en disant l'exception culturelle, mais ce n'est pas nous. L'exception culturelle, ça concerne le ministère de la Culture. Nous disons, les annexes 8 et 10, c'est évidemment des droits sociaux. À l'origine, ce sont des droits sociaux et ça le reste. C'est simplement la couverture de l'emploi court. Actuellement, 86% des embauches se font en CDD. Évidemment, la question qui se pose, et la question qui est posée, et c'est bien pour ça que le MEDEF nous attaque, c'est pas du tout pour des raisons économiques. Parce que quand on est avec eux en bilatéral, en off, ils admettent, ils m'ont fait cette réponse. Sur tous les chiffres qu'ils inventent, l'important, ce n'est pas que ce soit vrai, l'important, c'est que tout le monde le croit. En 2003, la crise était violente. Les intermittents étaient exclus du régime. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Donc là, ils sont totalement schizophrènes puisque Manuel Valls, dans la même déclaration, dit le texte est mauvais, mais on va agréer quand même. Bien. Je rappelle que l'agrément, donc le fait de valider l'accord, c'est obligatoirement un agrément sur la forme et sur le fond. Qu'ils le veuillent ou non, le fait de le valider, ça veut bien dire qu'ils sont d'accord avec le fond. Pas un intermittent ne voit son accès aux annexes remis en cause par l'accord du 22 mars. Mais la tension, vous le savez, se porte sur un certain nombre de paramètres. Je le dis, nous ne pouvons plus fonctionner comme ça. Prenez le programme de tous les gens qui étaient candidats aux élections présidentielles 2012. Tous. Ils avaient tous des recettes pour l'emploi. Tous. Aucun ne parlait de l'assurance chômage. J'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais en attendant le plein emploi, qui fait rire tout le monde, si vous interrogez 20 personnes dans la rue, vous pensez au plein emploi, tout le monde va rire. En attendant le plein emploi, on fait quoi? Comment est-ce qu'on règle la chose? Bien. Et l'enjeu, évidemment, il est là.